Et avant de commencer la vidéo, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, sachez qu'on fait des tutoriels en statistiques et en programmation. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Bienvenue sur Wikidata, la chaîne des données et du code. Aujourd'hui, nous avons comme opportunité de pouvoir vous présenter deux nouvelles informations. Donc, premièrement, on a eu 800 abonnés. Merci beaucoup pour ça, parce que ça nous encourage à pouvoir faire du contenu et à pouvoir avoir encore plus d'envie de faire des choses interactives, mais aussi gratuites dans la science des données et dans la science informatique. Et la deuxième information, c'est que nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui David, qui est l'un des membres les plus actifs de Wikidata. Et je pense que s'il n'avait pas été là, notre chaîne ne serait pas ce qu'elle serait, ni notre association. Donc, merci David déjà pour ça. Et merci d'être là pour pouvoir répondre à ces questions. Et la raison pour laquelle j'ai invité David, c'est parce qu'il a déjà un pied dans le monde des data science. Donc, il a pas mal d'expérience, contrairement à moi qui suis resté jusqu'à maintenant dans le domaine académique. Et je pense qu'il aura beaucoup de choses à nous dire sur le sujet. Donc, merci David encore de nouveau d'être là. Et je pense qu'on va commencer avec une première série de questions. Et donc, on va commencer par une première partie qui est l'introduction. Donc, la question que j'aimerais te poser maintenant, c'est, d'accord, toi, maintenant, tu es dans ce domaine des sciences de la donnée, mais en fait, tu as eu un parcours assez spécifique. Tu n'es pas venu dans une école de business analytics ou qui a fait des statistiques fondamentales ou un titre littéralement data science. Donc, toi, tu as fait une autre type de formation et qui t'a amené en fait jusqu'à ce travail. Est-ce que tu aimerais nous expliquer ton parcours académique, puisque tu as fait l'université, et ton parcours dans le monde du travail? Ouais, bien sûr. Bon, d'ailleurs, bonjour Augustin et merci de m'inviter. Je suis très content d'être là et de participer un peu plus à la chaîne. Du coup, pour mon introduction, c'est assez éclectique ce que je voulais faire. Je vais essayer de le faire assez rapidement. Mais moi, j'ai commencé, j'étais au collège, en high school, ce qui est l'équivalent ici, assez fan des maths, de la physique et des branches en sciences, quoi. Mais j'étais pas encore assez prêt de m'impliquer, en fait, de faire une carrière académique dans ces sciences, entre guillemets, dures. Je voulais vraiment appliquer avec quelque chose d'autre. Et je suis tombé en fait dans ma matu sur des ouvrages de psychanalytique et de psychothérapie. Et je me suis dit que c'était là où je voulais commencer, qui pouvait être le truc le plus à chemin entre des sciences et du social et de l'appliquer. Ce qui va commencer le plus loin possible, on va dire, des sciences des données qu'on pourrait faire. Mais bon, voilà. Et j'ai vite adoré les statistiques et je pense que justement en psychologie, on a pas les gens les plus fans des statistiques ou des sciences dures à la base, mais je pense qu'on a des problématiques qui sont tellement difficiles à mettre en place par rapport aux humains et des données tellement horribles et des récoltes de données tellement scandaleuses que du coup, on nous forme à faire du mieux qu'on peut et à nous comprendre le plus vite possible et d'être le plus vite possible capable de comprendre comment les données, comment récolter des données, comment les préprocesser, comment les analyser. Et toute cette globalitude, en fait, moi, ça m'a vraiment été la partie qui m'intéressait le plus, alors qu'il y a d'autres gens qui, peut-être, c'était la partie qui leur intéressait le moins. Mais du coup, je me suis directement involved en fait dans mes cours de statistiques. Là, j'ai commencé à faire des extra credits, à faire comment on parlait ça ouais, un cours d'extra, enfin, un truc extracurriculaire avec un professeur pour pouvoir justement apprendre l'analyse des données le plus tôt possible et appliquer ça le plus vite possible et apprendre à coder aussi accessoirement. Du coup, c'est là où j'ai commencé à m'involve et à vraiment voir que j'aimais ça. Mais en même temps, je voulais pas aussi aller dans les statistiques pures, dans l'académicien pur qui va que en fait créer des nouveaux théorèmes ou des nouveaux algorithmes ou juste qui répond même pas vraiment à des questions précises, mais à des questions globales et théoriques. Moi, je voulais vraiment appliquer ça à de la recherche pratique et voir là, en ce moment, on a ces récoltes de données, on a ces hypothèses scientifiques, et on n'arrive pas à les répondre avec les méthodes quantitatives ou qualitatives qu'on a. Comment on peut faire ça? Et c'est là où ça a tout commencé. Et à partir de là, ça va peut-être faire plus de sens ma carrière, mais jusqu'à là, j'étais encore un peu dans le flou. Du coup, là, j'ai continué à faire des statistiques appliquées et c'est là où j'ai commencé à vouloir faire un master en neurosciences computationnelles et c'est là où vraiment les statistiques étaient le plus important pour moi et j'ai fait un one-year scholarship aux États-Unis aussi à Smith College et là où j'ai eu
le première fois accès à vraiment des cours de computer science, de data science, de statistique appliquée en soi, parce que je pouvais prendre les cursus que je voulais. Et après, quand je suis revenu, j'ai voulu faire ça et j'ai appliqué ma thèse de master à des nouvelles techniques d'analyse dans l'IRM fonctionnel. Et à partir de ça, j'ai voulu continuer là-dedans. J'ai voulu faire un master en statistique à l'époque, mais on m'a fait changer d'avis pour continuer un doctorat avec la thèse que j'avais fait en master. On m'a dit que je pourrais appliquer mes envies et mes méthodes et de créer des nouvelles méthodes d'analyse statistique pour les neurosciences, pour les psychologies appliquées. Sauf que ça n'a pas été vraiment exactement ce qu'il m'avait promis. Du coup, au bout de 2 ans et demi, j'ai fini par renoncer à ma thèse et pas continuer là-dessus, alors que j'avais presque fini en fait mon cursus de thèse, mais c'était plus ce que je voulais vraiment. Et c'est là où j'ai commencé à changer pour aller dans le privé, et c'est là où j'ai commencé ma carrière de data scientist, data engineer en privé. Du coup, voilà, c'est ça pour ça en a nutshell. Après, je pense qu'on va aller plus deep dive dans chacun de ces trucs-là, mais je te laisse la parole. Super, ben merci d'avoir présenté ça. Ben, je vois que c'est un parcours avec beaucoup de chiffres, beaucoup de statistiques, mais aussi pas mal de hauts et de bas. Et c'est vraiment intéressant de voir en fait comment tu es passé en fait de ce peut-être à ce moment-là, si j'ai bien compris, tu ne savais pas exactement ce que tu voulais faire, à petit te dire en fait c'est ce genre de choses que j'aimerais faire et à te dire bon bah finalement data scientist c'est vraiment intéressant. Mhm. Ok, super. Ouais. Bah, tu as déjà un peu répondu à cette question, mais je voulais peut-être savoir si tu avais d'autres motivations en dehors de gentiment ce que tu avais découvert dans l'académique, à te dire, ah bah tiens, bah, j'aimerais faire bah, tiens, data scientist. Pourquoi en fait les sciences des données t'ont intéressé techniquement? Est-ce que par exemple ce serait en rapport avec, tu t'es dit, ah les visualisations de données c'est très intéressant, oh, moi, j'aime bien faire le machine learning, ou peut-être que j'aimerais faire quelque chose de concret que je peux appliquer dans différents domaines. Est-ce qu'il Mhm. y avait des motivations comme ça qui t'ont inspiré? Ouais, totalement. Je pense que la plus importante, et il faut encore se redire, c'est qu'à l'époque, même le mot data scientist, c'était pas très renommé ou pas très public. Enfin, c'était encore assez niche dans le computer science et dans les ingénieurs, quoi. Du coup, à l'époque, j'imaginais même pas ça comme un job. Enfin, j'avais le job de développeur, statisticien et de collaborateur de recherche peut-être, mais ou de consultant en statistique. Mais j'avais pas cette idée de data scientist. Du coup, moi, ce qui me motivait vraiment, c'était parce que justement, j'étais dans un field de studies qui sont les neurosciences ou la psychologie, qui sont encore assez jeunes et encore assez peu renommés en termes de méthodologie. Et il y a beaucoup de problèmes en fait dans ces disciplines en termes de méthodologie et de statistiques, quoi, et d'expérimentation. Et du coup, ça m'énervait un peu. Enfin, c'est vraiment le truc qui m'a vraiment donné envie de faire ça, c'est parce que beaucoup de gens nous regardaient en fait comme dans le terme, mais pélos du coin en fait. Si j'arrivais dans un cours avec des computer scientists ou des physiciens ou même des matheux, ils allaient mal me regarder. C'est ce qui m'est arrivé dans ma carrière académique. C'était là, qu'est-ce qu'il fait là, lui il n'est pas comme nous, quoi. Il n'est pas en sciences dures. Et c'est parce que je voulais prouver à ces gens-là, c'était qu'on pouvait faire de la recherche académique tout aussi top-notch qu'ils le faisaient eux. Et c'était ça, j'étais là, genre, moi, j'ai ces capacités-là pour donner ça à la discipline que je veux, la psychologie cognitive. Et j'étais là, bah, du coup, c'était à moi de porter, d'essayer d'aller plus loin là-dessus, quoi, pour les aider. C'était ça qui m'a motivé à passer des heures à lire des bouquins et faire des tutos tout seul, quoi. En gros. Mais comme tu disais, je pense que c'est important de dire que c'était pas facile, qu'il y a eu beaucoup de hauts et de bas. J'ai très peu cru en moi, en fait, et c'est grâce à des gens qui m'ont vraiment beaucoup aidé et qui m'ont vraiment motivé, qui m'ont dit qu'il fallait que je continue à faire ce que je voulais et tout ça. Mais c'est clair que justement venir en plus d'une branche académique comme ça qui est vraiment totalement un outlier par rapport à cette carrière-là, ça n'a pas été facile et jusqu'à maintenant, ça l'est toujours pas, quoi. Du coup, c'est vraiment en fait. Mais c'est pour ça que c'est ça aussi que je veux dire aux ceux qui veulent ou qui voudraient faire ça, ceux et celles, c'est que c'est important juste de travailler et de prouver à soi-même que les odds, c'est que des statistiques et c'est que des probas. Et au final, on peut toujours s'en sortir. Waouh, excellent. Bah, merci. Je ne m'attendais pas à avoir des mots d'encouragement aussi tôt dans la vidéo, mais ça fait toujours plaisir.
Donc, bah, super, merci pour le conseil. Et bah, ça me fait penser aussi que dans cette histoire de domaine dont tu me parles, que souvent, oui, toutes les sciences qui sont pas considérées comme dures, des fois, ben, il faut toujours un effort supplémentaire pour pouvoir prouver en fait qu'on fait quelque chose de rigoureux, quelque chose qui vaut la peine d'être fait. Et aussi, une autre chose que j'ai remarqué, c'est dans les sciences des données, ben, maintenant, de plus en plus de personnes viennent sans avoir forcément un background justement scientifique, alors que il me semblait que pendant un long moment, enfin, il y avait cette idée que, en fait, ce sont des physiciens ou des mathématiciens qui viennent, qui se disent, je peux faire de la physique et qui vont faire ça, alors que maintenant, on a des gens maintenant de background différents, et je trouve que ça fait quand même pas mal de richesse. Et je voulais te parler aussi d'un autre point, c'était ton emploi. Donc, je crois que tu en as eu plusieurs dans le domaine des sciences des données. Et peut-être que ça intéresserait pas mal d'entre nous de savoir, en fait, ça consiste en quoi le travail de data scientist? Qu'est-ce que tu fais tous les jours? Est-ce que c'est juste un gars Mm. qui va appuyer sur un bouton et laisser la machine faire tous les analyses statistiques pour soi? Enfin, apparemment, c'est ce que ChatGPT et les nouveaux modèles nous promettent. Donc, Mm. Ouais, tout à fait. Je vais faire une petite résumé global de, enfin, ça va être difficile, mais de tout ce que ça pourrait être et de ce que moi je fais, qui est juste des sous-parties de ça. Moi, j'ai eu trois différents jobs en fait dans le monde, enfin trois différentes appellations dans le monde des décevants. J'ai eu développeur statistique en R, qui était vraiment la partie vraiment coding et application d'algorithmes ou de n'importe quoi en fait. L'application, on va dire. Euh, j'ai eu la partie full data scientist, en fait, on va dire plus dans l'algorithmie, dans la recherche et le développement et dans le high level en fait de la partie, et la partie data engineer qui va être la partie voilà, plutôt ingénieur, qui va être gestion de données, processing de données, data mining, implémentation aussi souvent. Bah non, on peut l'appeler aussi machine learning engineer, c'est l'implémentation des data scientists. Du coup, tous ces trucs, et évidemment des jobs de data analyst ou de reporting aussi, un peu plus de BI en fait, qui vont être un peu plus business oriented. Et tous ces amalgames là sont à peu près ce qui pourrait être appelé data scientist dans différentes compagnies ou dans différents milieux. En fait, tous ces jobs-là pourraient être appelés data scientist. Après, c'est pas mon avis, mais tous ces jobs-là, j'aurais pu avoir l'appellation data scientist dans certains trucs. Du coup, voilà. Mais du coup, moi, ce que je fais, c'est à peu près tout. Moi, j'aime bien dire que je suis genre un master of none, mais dans l'idée que j'aime avoir une approche globale sur les datas et j'aime être soit en charge, soit en connaissance de mes données depuis leur récolte, leur processing, leur gestion, jusqu'au reporting au business, aux clients, quoi. Du coup, c'est pour ça que j'ai été nommé full stack data scientist. Ça veut dire que l'idée, ça veut dire que comme un full stack engineer, un web engineer qui va faire le back-end, le front-end et les API ou d'autres trucs, moi j'allais faire ce qu'on pourrait le back-end, ça serait le data engineering qui va être la gestion des données, les pipelines, le pre-processing, le data mining, le data cleaning. Après, il y aurait toute la partie statistique, qui est la plus connue ou la plus utilisée dans le data scientist, mais qui n'est pas que ça, qui va être déjà trouver, comprendre le problème, tenter de résoudre le problème, faire des proof of concept, imaginer, enfin, toute cette partie de recherche, vraiment, je pense que c'est la partie la plus importante et qu'elle est souvent oubliée, en fait. C'est toute la partie avant de même toucher un code, vraiment, de penser à toutes les implications des datas, de comment les interpréter à la fin, qu'est-ce qu'on veut interpréter, et parce que si on fait évidemment, si on fait un algorithme, n'importe quel modèle, et qu'à la fin, on ne va pas être interprétable, ça ne sert à rien de le faire, ou est-ce que ça va prendre trop de temps, ou est-ce qu'on a assez de données, tous ces trucs avant même de toucher à quoi que ce soit. Et après, il y a cette implémentation-là, il y a beaucoup de trial et d'erreur, ça veut dire on va tâter ce modèle, on va essayer d'aller peut-être le plus vite ou le plus simple et vite voir les limitations de ce modèle et qu'est-ce qui va pas arriver, ou est-ce que ça va prendre trop de temps, ou est-ce qu'on va avoir besoin de GPU, ou est-ce qu'on va avoir une infrastructure, ou est-ce qu'on va avoir assez de données pour pouvoir réussir à faire ce qu'on veut. Du coup, il va y avoir tous ces trucs. Après, bah, voilà, les choix d'algorithmes ou la création d'algorithmes. Et souvent, je pense que dans 90% des data scientists qu'on voit en allant le marché, ça va être implémenter des différentes briques, pouvoir savoir les mettre ensemble, comment les utiliser, comment les développer, rajouter un peu notre propre brique, notre propre bout de code, notre propre implémentation et tout ça.
la création d'algorithmes, c'est vraiment un level au-dessus qui est vraiment en termes de recherche dans les GAFA ou dans les meilleures universités. C'est souvent juste arriver à comprendre, à utiliser le bon algorithme et pourquoi et de la bonne façon sans juste garbager, enfin sans rendre tout le data que le data ingénieur a pris en compte sans le sans l'annuler en fait et juste réussir à enlever le noise en fait. C'est souvent ça de tous ces data pour pouvoir trouver des patterns qui vont être utilisables et applicables. Et voilà, il y aura les deux termes en fait, les supervised et les unsupervised. C'est quand en fait on sait à peu près ce qu'on veut extraire du data, peut-être qu'on a des labels ou qu'on a une idée de catégorisation, voilà. Et les autres fois où on a juste vraiment des data et qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut, ou on ne sait pas trop ce que c'est, et qu'on veut réussir à le compartimenter, à faire des clusters, à classifier tout ça. Ça va être les deux gros modes. Du coup, voilà, ça va être la partie grosse du data scientist, mais souvent elle implique du pré-processing, du data mining, du data cleaning quand même un petit peu, et souvent aussi un peu de reporting en termes de data visualisation, d'inférence statistique, de reporting, et de toute cette partie-là, quoi, euh, qui va être aussi un peu agrégé entre le data analyst aussi peut-être ou pas, le data scientist, dépendamment de l'équipe et du turnover, quoi. Et après, voilà, il y aurait soit le data engineer qui reprend ce modèle et ce truc qui est par exemple fait sur ta machine, qui est juste genre un script qui marche bien mais pas trop, quoi. Et là, il va voir genre toute une passation de refactorisation du code pour qu'il soit ready to ship, de le faire passer dans une dans un pipeline de CI/CD, de continuous integration et continuous development. Donc, on va sûrement avoir testé le modèle sur des données de développement ou des données de POC, et on va voir si ça marche ou tout ça avant de le release sur un produit qui va être available pour les clients finaux online, en production, quoi. Et du coup, là, data engineer, machine engineer va d'abord faire passer le modèle et tout ça dans une première environnement qui va être un environnement de dev qui va être un peu soundcasté, ça veut dire qu'il va être genre coupé du monde pour vérifier, pour le tester, et après on peut le shipper sur un environnement de production qui va être utilisé par des clients, des utilisateurs web et tout ça, ou on va juste faire des reports à peu près statiques pour les data analysts ou pour les business intelligence. Du coup, voilà, c'est à peu près ça que moi je fais et qui englobe le gros monde d'un data scientist, je pense. Ouais, donc à entendre tout ça, c'est super impressionnant et bah, ça me rappelle une petite image que j'avais partagée dans notre groupe Telegram dans laquelle qui montrait en fait une espèce de cercle avec les différents, euh, comment dire, compétences qu'on pourrait avoir en tant que data analyst, data scientist, etc. Et avec différentes zones qui étaient coloriées en disant que ça, c'est plutôt le domaine des data scientists, ça, c'est plutôt le domaine des data engineers, et ça, c'est plutôt les domaines des data analysts, etc. Et quand je t'avais montré ça, tu m'as dit, oh, en fait, un data scientist, ça fait tout ça. J'étais, ah, d'accord, très bien. J'ignorais, et oui, en fait, c'est vrai que à t'entendre, bah, en fait, ça va bien au-delà des simples tutoriels qu'on voit sur Internet qui montrent juste voilà comment faire un modèle de machine learning et voilà, ça va Ouais, beaucoup plus loin, c'est toute une ça, infrastructure. voilà, ça tend à changer dans les deux manières. Je pense qu'il y a des entreprises assez grandes et assez prisées qui commencent à vouloir justement avoir peut-être la place d'avoir un data scientist à part entière qui fait que ça et qui fait que la recherche simplement, et qu'ils ont tout un environnement en fait avec un machine learning engineer, un data engineer, et que chacun a leur position et que le truc est tout enroulé. Du coup, chacun passe sa petite brique à l'autre et tout le monde travaille en symbiose, quoi. Mais c'est très rare. Je pense que je connais très peu de compagnies qui font ça. Et c'est voilà. Et je pense que c'est moins drôle aussi. Enfin, pour moi, je pourrais même pas faire ça. Je trouve c'est un peu ennuyant d'être juste avec des œillères et de regarder que la black box et de créer que la black box et de jamais savoir en fait pour qui on va ou pour qui on fait et de qui où ça vient. Et du coup, la plupart du temps, en fait, un data scientist va vraiment devoir mettre la main à la pâte sur le côté data et aussi sur le côté reporting et inférence et dissémination de l'information aussi. Je pense que c'est super important.
C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Bah, surtout que maintenant, de ce fait, si on est obligé en tant que data scientist de gérer autant de choses, ça fait qu'on est plus difficilement remplaçable, dans le sens que si on était juste une pièce dans un grand château de Lego, ben, finalement, il suffirait juste de la retirer et la changer et ça va rien changer au grand format. Donc, Mhm. ouais, intéressant ce que tu dis. Et, Ouais, je crois. Mhm. ouais. Et pour revenir en fait à ce que tu fais généralement, j'aimerais te poser une question un petit peu plus Ouais. précise. Et si on devait Voilà imaginer, pour ça. alors, tu te réveilles le matin, il y a un caméraman avec toi, il te suit toute ta journée, et Mhm. juste que tu te couches, bien sûr, il rentre pas avec toi dans la salle de bain, mais Mhm. il va juste simplement voir ce que tu fais, et qu'est-ce que ce caméraman va voir? Qu'est-ce que tu auras dans l'écran si on se dit, voici la vie d'un data scientist, David? Ok, c'est marrant que tu dis qu'il soit là pas quand je me couche parce que j'ai l'impression que justement toute la partie réflexion et tout, la plupart du temps j'ai les idées genre pendant la nuit ou avant de avant de m'endormir quoi, que j'ai ce petit problème qui me trotte dans la tête et que je suis là genre je sais pas comment je vais réussir à le foutre en place ou comment je vais passer ça ou est-ce que et là j'ai des fois justement genre des eureka, souvent des eureka et que c'est le matin que justement je vais me dire ok on va commencer à voir si ça marche et tout ça. Du coup, ça, c'est pour ça que ça arrive. Mais non, plus sérieusement, le matin, je pense qu'on va commencer par voir. Moi, c'était toujours les bugs. C'était voir le reporting de la veille. Parce qu'on a tous nos process. Moi, j'avais fait en faire que dès qu'il y a quelque chose, un test qui passait pas, dès qu'il y avait un bug, ça arrivait dans une boîte mail spéciale où était là, genre, c'était notre POC Data Scientist. C'était là, genre, tous les matins, je regardais ça. Et vous classez les problèmes, voir si c'est des problèmes pas importants ou pas. Du coup, ce truc de dev ou d'infra ou de n'importe quoi, de système admin, en fait, c'est own your own problems. C'est ça que moi j'étais là. Genre, moi je pense que n'importe qui est capable de pousser un truc sur production doit quand même être capable d'identifier ses propres problèmes. Si après c'est des problèmes de réseau, si c'est des problèmes de data ou si c'est des problèmes de machin, voilà, on peut passer la faute à quelqu'un d'autre et dire bon, voilà, il y a eu ce problème-là parce que vous avez changé les privilèges sur ceux des utilisateurs. Maintenant, ma pipeline ne marche plus. À vous de voir. Mais tu dois être au courant de qu'est-ce qui se passe dans toute ton infrastructure. Euh, du coup, voilà, le premier truc, c'est café, une demi-heure, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire. Voilà. Si tout va bien et qu'il n'y a rien à débugger, c'est cool. Et là, on va commencer à voir qu'est-ce que sont les projets, qu'est-ce qu'il faut avancer, qu'est-ce qu'il faut tester. Je pense qu'on essaie de toujours avoir des daily stand-up pour parler avec toute l'équipe sur ce qu'ils étaient en train de bosser. Moi, j'irais justement essayer de faire avancer les projets le plus possible pour avoir le plus de applicable, en fait, de plus de choses qui est donné le plus vite possible pour pouvoir essayer de voir là où on en est et qu'est-ce qu'on doit débloquer. Du coup, un peu comme une équipe de dev, je pense, avec une sorte de Scrum un peu pour voir comment on va. Et moi, j'utilisais des tickets de Jira comme tout développeur qui souhaite. Du coup, une fois qu'on a essayé de macérer tout ça et quoi faire, et c'est le moment que je préfère, c'est arriver sur un problème qui me bloque le boulot et d'être là, genre maintenant, je vais essayer de prendre le plus de temps possible pour le résoudre, quoi. Et là, ça va être tester, débugger, trial and error, Stack Overflow, questions, livres, enfin, toutes les idées qui peuvent être possibles pour essayer de faire marcher, quoi. Et c'est là, les jours où j'ai eu un Eureka, que je vais vraiment bosser là-dessus, quoi. Du coup, voilà, juste débugger le truc, quoi, et montrer que ça marche. Et après, bah, soit passer à une équipe de dev ou à un autre data scientist ou le faire toi-même, évidemment. Moi, j'étais souvent dans le résolution de problème et après de passer peut-être à quelqu'un d'autre qui, une fois il avait la résolution de problème, était plus un doueur, quoi. Mais ça dépend de l'équipe. Sinon, tu le fais tout seul, évidemment. Si tu as réussi à le comprendre, tu es censé pouvoir le faire. Mais, euh, mais voilà. Et du coup, ça va être essayer de pusher ces trucs, de commencer à tester des modèles, voir si ça avance, voir pourquoi celui de la veille a commencé à perdre en qualité peut-être, voir comment on peut améliorer des process. En fait, surtout souvent, je veux dire, ça a été d'automatiser des process et de voir comment on pouvait gagner du temps. Un des premiers trucs que je suis arrivé dans la boîte où j'ai travaillé, c'était faites-moi une liste de tous les trucs que vous faites manuellement tous les matins. Et j'étais là, genre, comment on peut les faire le plus automatique. Et je pense que après 2 ans, je suis arrivé, on avait presque aucun de ces trucs-là qui étaient faits
qui était fait manuellement. Du coup, voilà, c'est ça que j'aime bien, moi, en fait, avec le truc, c'est qu'il y a tout le temps quelque chose de différent, que ça peut être passé 3 jours à regarder un IDE sans savoir quoi faire, en se grattant le menton et en lisant des papiers, quoi, ou pendant 2 semaines à juste préprocesser des datas et cleaner des datas et faire des independent component analysis pour essayer de sortir quelque chose d'un data qu'on ne sait pas ce que c'est, qu'on nous a rien donné d'ownership, on ne connaît pas le nom des colonnes, on ne sait rien du tout, et puis on est là, genre on va voir si ça stick ou pas, quoi. C'est des projets un peu moins marrants, mais ils existent aussi, quoi. Et après, bon, voilà, aussi beaucoup parlé de projets. Moi, ce que je suis passé beaucoup de temps, c'était d'aller voir les clients, on va dire. C'est la personne qui a demandé ce projet pour être vraiment sûr qu'on est sûr à 100% de ce qu'ils veulent à la fin et de qu'est-ce qu'ils nous donnent au début et qu'on puisse matcher ces deux-là. Parce que souvent, quand on parle avec des personnes qui sont non techniques, il y a beaucoup d'informations qui sont perdues sur le process. Donc, je pense que la discussion autour de ça, c'est très important et ça nous fait sauver énormément de temps en termes de data scientist. Et une autre grosse partie pour moi, qui n'était pas prévue à la base, mais c'était l'intégration avec les autres équipes techniques, donc les équipes d'infrastructure, de système de réseau, de dev, les database administrators et les business analysts, on va dire aussi, ou les data analysts, de réussir à faire marcher tous nos projets ensemble, quoi, en fait, surtout les infra et les networks, en fait. Je pense que c'est les personnes les plus importantes, les DevOps engineers, ceux qui vont pusher aussi nos trucs sur le cloud ou sur différentes infrastructures. Ils sont nécessaires aux data scientists parce qu'on peut très peu souvent finir notre production de machine, où on va peut-être réussir à faire un petit bout sur nos machines et après le scaler sur un serveur et tout ça. Souvent, c'est peut-être en dehors de nos capacités ou pas. Et c'est là où on doit être cool avec eux pour pouvoir essayer de tester les trucs, pour qu'ils comprennent ce qu'on fasse et qu'est-ce qu'on a besoin pour pouvoir scaler et tout ça. Donc, je pense qu'il y a aussi un peu de people, people facing forward avec ces gens-là. Et je pense que c'est quelque chose qui est super important, de comprendre aussi ce qu'ils font. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs, c'est de la veille technologique. C'est-à-dire de s'intéresser en fait à toutes les technologies et à toute l'infrastructure en fait IT en général. Le data est juste une piece of it, une très importante piece of it, mais c'est juste une pièce en fait. Du coup, de comprendre ouais, les différentes veilles technologiques en termes de cloud computing, de database. Je pense que ça, c'est les trucs les plus importants maintenant en termes de data science, voir les aspects sur les nouveaux databases, quoi, les nouvelles techno, et même des fois par rapport au web ou par rapport à d'autres trucs, en fait, c'est toujours intéressant, c'est toujours cool, et je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Voilà, je me suis un peu égaré là-dessus, mais qu'est-ce que je fais beaucoup de choses, et c'est ça qui est cool, je pense, dans ce job, quoi. Ouais, bah, à t'entendre, ouais, c'est beaucoup de choses cool à faire, beaucoup d'activités variées, etc. Je note quand même deux petites choses. La première, c'est que pas mal de gens détestent recevoir des mails et c'est la première chose qu'on fait en arrivant au travail. Et quand j'ai appris que tu t'envoyais toi-même des mails pour te donner du travail, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait? Mais petite parenthèse à part, j'ai trouvé aussi pas mal intéressant cet aspect où tu parlais d'automatisation, parce que ça, je vais mettre en parallèle avec tout le reste du travail que tu fais, parce que quand tu automatises, c'est pour te donner plus de temps de faire du reste du travail, tout ce qui est le travail de réflexion, tout ce qui est travail de recherche, mais aussi tout ce qui est travail, comme tu disais, relationnel avec tous tes autres collègues, mais aussi ceux qui vont pusher en fait toutes vos données et tous vos modèles sur le cloud. Et ça me rappelle en fait que pendant longtemps, mais il y a eu, tu sais, cette espèce de vague pour les modèles larges et généralisés enfin, comme ChatGPT, où on disait que ah bah tiens, ils vont remplacer tous les développeurs, etc., sur leur travail, etc. Et en fait, quand on t'entend, bah, on se dit que bah, en fait, c'est très difficile pour ce genre de modèle de pouvoir remplacer en fait, tout ce processus-là parce que c'est un travail qui est dynamique, qui change tout le temps et que Mm, même en fait, en ayant mis de l'automatisation, bah, ça a l'air de fonctionner. Ça me mm. rappelle aussi que quelqu'un avait dit que oui, en fait, ce genre de choses, les machines ne peuvent pas faire. Si un problème dans le cloud, elles vont pas aller appeler forcément quelqu'un en disant, bon, ok, comment fonctionne votre cloud? Il y a un problème, c'est d'autres problèmes, etc. Et Mm. ouais, c'est vraiment très intéressant de voir. Est-ce que tu voulais rebondir sur ça? Ouais, bien sûr. Bah, moi, ce que j'adore, enfin, c'est presque un mime, je crois, qu'il y a devenu dans la communauté, c'est pour les développeurs, ils disaient justement, genre, on peut enlever les développeurs ou les front-end si les clients donnent leur info
parfaitement de ce qu'ils veulent sur leur site web. Et du coup, les développeurs ils disent bon, ça marchera. Enfin, on va jamais se faire remplacer parce que c'est le problème, ça va être le client, pas vraiment l'IA qui est peut-être capable de faire le même boulot que moi, mais le boulot d'intégration. Et c'est ça que je disais en fait tout à l'heure, d'intégration en fait, la réflexion et tous ces moments de recherche et tous ces moments en fait de réflexion quoi. C'est, je pense, c'est les moments où on est enfin, le plus utile et c'est pour ça que énormément qu'on est payé. Et l'aspect académique est très important là-dessus, quoi. Et ça, oui, non, ça c'est mort. Enfin, ça, je vois pas avant même 20 ans une application qui soit à peu près utilisable pour remplacer ça. Par contre, comme je disais, justement, tous les trucs que j'ai commencé moi-même à automatiser au début et que je me suis peut-être un peu fait chier et que j'ai pris un peu de temps, ça aurait été fait super rapide et ça a été fait super rapidement aujourd'hui avec des produits d'IA, de LLM, quoi. Ça, ouais, ça c'est cool. Mais c'est des petits trucs justement rébarbatifs qui ne devraient jamais être faits par un humain parce qu'ils sont stupides et répétitifs, du job de macaque que j'appelle, quoi. Que c'est clairement personne qui devrait faire ça, quoi. Ouais. Mais pas inquiet par rapport à ça, quoi. Super. Donc, merci en tout cas de remettre les points sur les i et c'est super intéressant de voir ça dans ton expérience. Mm. Et tout à l'heure, tu parles aussi de projets que tu avais fait, de grands projets, etc. Et Mhm. peut-être, est-ce qu'il y en a un de ces projets qui ont été les plus marquants pour toi? Peut-être un ou deux ou juste un? Ouais, ça c'est des bonnes questions. Ouais, parce que en dehors, enfin, en dehors de ma carrière et de tout ça, en fait, je pense que c'est aussi peut-être le truc que j'ai oublié de dire, c'est que la plupart des choses que j'ai fait ou que j'ai été praised ou que j'ai été mis sur mon CV, ce sont des projets que j'ai fait dans mon temps libre ou à côté de mes études ou à côté de mon boulot. Du coup, ouais, il y a beaucoup de projets que j'ai kiffé. Le premier qui a été vraiment, je pense, qui va tout donner tout l'espoir et tout l'envie, en fait, c'était de bosser avec Afni, qui est un software d'analyse en fait fait en R avec une couche en bâche en fait juste une USD pour l'imagerie fonctionnelle qui fait par une équipe de fous furieux de Hawaï de computer scientists qui sont amazing mais qui sont justement peu praisés, ils sont très niches, il y a peu de structures et de bourses pour les aider quoi. Mais ils font les meilleurs outils qui existent en fait en recherche de très 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 loin. Et il manquait justement une petite pierre à l'édifice pour que ça intègre avec ce que j'étais en train de faire dans mes études en doctorat quoi. Et j'étais vraiment énervé parce que genre je kiffais trop ce qu'ils faisaient et ils avaient et j'avais l'autre pièce et j'avais déjà inscrit un peu les scripts pour les faire marcher et j'étais là mais pourquoi je vais juste le garder sur mon truc ou juste mettre ça sur mon GitHub, ça va pas le faire. Du coup j'ai commencé à leur demander et si je pouvais intégrer, j'ai appris ce que c'était une merge request et une pull request et c'est là où genre ils ont accepté mon truc et que c'était une mini pierre à l'édifice mais et c'était pour donner une idée, c'était l'idée de faire des linear mix effects, mais sur des images en 3 dimensions et dans le temps. Du coup, en 4 dimensions, si on appellerait la dimension de temps. Du coup, ça s'appelle 3D LMER. Et c'est juste une sorte de wrapper de LMER. En fait, c'est une wrapper de LMER, de LME4, mais appliqué aux images 3D. Et ça, c'était le projet que j'avais fait et qui m'avait le plus marqué, alors qu'il faisait pas partie de mon doctorat, que j'avais pas besoin de le faire ça, mais d'avoir eu l'acceptation de ces gens, d'avoir eu mon nom sur cette pull request et tout ça, ça me suis dit genre ok, je kiffe ça, c'est ça que je veux, c'est ce rush d'aider un projet open source pour en plus l'académie, c'est encore mieux quoi. Du coup, c'est celui que je mettrais en premier quoi. Mais ouais. Ok, bah, franchement, super cool. Bah, de ce que j'entends, c'est un super gros projet et orienté en statistique. Et il y a une chose que je note dans ce que tu as dit, c'est que les plus gros projets ou les plus mémorables ne sont pas ceux que tu fais dans le travail, mais ceux que tu fais avant. Donc, de ça, ben, je découle deux questions. Donc, la première question, c'est, vu que tu fais, enfin, est-ce que c'est une bonne chose, en fait, en tant que data scientist, de, avant même de pouvoir commencer à travailler, commencer à faire des projets personnels et en dehors du travail? Donc, toi, je suppose que tu en as fait. Enfin,
je suppose, je sais que tu en fais beaucoup déjà. Tu contribues aussi pas mal aussi à Wikidata, donc à tout ce qui est open source. Donc, est-ce que tu penses que c'est nécessaire si on veut rentrer dans le domaine? Et deuxième Mhm. question, ben, ça mène en fait à se dire ben, qu'il doit y avoir une certaine forme de passion derrière. Et bon, je pense que je pourrais, si on me demandait, ouais, est-ce que David est passionné par ce qu'il fait? Alors moi, je pourrais mettre ma main dans le feu si je veux et dire, ouais, c'est bon, pas de souci, hein. Je suis convaincu il est très passionné par ce qu'il fait. Donc, du coup, est-ce que tu penses que des domaines comme les data science sont quelque chose qui devrait être fait enfin, pas par passion, mais est-ce que si on n'est pas passionné, qu'on veut juste chercher à se faire de l'argent, est-ce que c'est vraiment le genre de domaine dans lequel il faut aller? Mhm. C'est une très bonne question et je pense qu'on me pose très souvent en ce moment parce que le job de data scientist est devenu très sexy durant ces dernières années et très prisé. Moi, je pense que oui, c'est nécessaire. C'est certainement possible d'arriver à un job de data scientist sans vraiment aimer ce qu'on fait ou sans avoir des centaines de projets sur GitHub. Mais c'est fondamentalement un job de passionné, c'est un job de geekos. C'est un job pour moi qui a un embranchement dans toutes les parties des disciplines que j'aime, qui soient justement les maths appliquées, la recherche scientifique, le côté IA tech, un peu hype aussi de la nouvelle génération, tout en restant un truc de dev pur et dur où on se brûle les yeux devant un écran. Du coup, voilà, c'est quand même assez ingrat. Ce qu'on voit pas aussi, c'est que la plupart du boulot est souvent chiante, je le dis ouvertement. La plupart du boulot en fait d'un data scientist, c'est de cleaner des données et décliner des données, ça peut être entre guillemets automatisé, cool des fois dans les meilleurs des cas, mais des fois ça peut être des heures rivées sur des fichiers Excel horribles qu'on doit comptabiliser, gérer, fait par des gens qui sont pas du tout au courant de ce qu'il faut faire avec des noms de colonnes horribles, avec des virgules à la place des points, les horreurs qu'on peut imaginer quoi. Du coup, ouais, ça, on le fait pas. Même pour un bon salaire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font pas, quoi, en fait, de passer des heures arrivées. Du coup, ouais, et c'est tellement plus facile de le faire avec passion. Enfin, moi, justement, je suis arrivé à là, c'est parce que j'avais des données que j'étais passionné, en fait, en psycho et en neurosciences. Ça me donnait trop envie de bosser dessus. Je voulais pas les lâcher. Je voulais trouver le meilleur potentiel ou faire de la meilleure modéliologie tout en restant totalement, évidemment, oui, dans ma méthodologie, hein, toujours restant éthique, mais trouver le fin fond de ces données, de vraiment leur parler, et j'avais vraiment l'impression de leur parler, quoi, en fait, physiquement, en fait, c'est le langage des maths et des statistiques, en fait. Le langage de l'académie et de la recherche, plutôt, on va dire les statistiques, c'est de comment parler aux données. Et c'était vraiment ça qui me motivait, en fait, de passer des nuits à coder et à développer ou à lire des machins, c'est parce que vraiment j'étais intéressé par ce que je faisais et parce que j'étais appliqué. Du coup, voilà, oui, faire des projets, c'est nécessaire aussi pour avoir un portfolio. C'est ça qui m'a démarqué, je vais pas le dire. Enfin, c'est clairement ça qui m'a démarqué dans ma carrière. Et c'est grâce à ça que j'ai eu un job comparé à des gens qui ont des carrières plus. Comment on appelle ça pas normal. Standard académique? Des standards oui, de data scientists, des physiciens, des matheux et des ingénieurs, quoi. C'est comme ça que j'ai réussi à tenir à peu près tête et à sortir mon CV du lot. C'est grâce à justement des portfolios intéressants sur GitHub et de projets, quoi. Euh, mais aussi, je pense que voilà, c'est un job que tu fais pas si tu n'aimes pas le faire à côté de trucs. C'est cool qui paye bien et c'est stylé, mais si tu n'aimes pas faire ça, il y a d'autres trucs qui peuvent être plus cool, quoi. Je pense. Et le deuxième truc aussi, c'est aussi de revenir sur cette idée, en fait, que c'est facile de rentrer là-dedans et que je suis fait aussi, comme tu dis, 3 tutos sur YouTube, sur Coursera ou sur machin, en Python, et que voilà, tu vas te faire 100 000, 120 000, 200 000 balles par an. C'est pas du tout ça. Du coup, déjà, les gens qui sont passionnés et qui kiffent ça comme moi se battent vraiment très très difficile contre les meilleures personnes du monde surtout qui sont souvent déçus de l'académie. En fait, on va voir des gens qui sortent de l'EPFL, de l'EPH, en fait, des grosses têtes de balades qui sont peut-être pas contents en académie et qui vont aussi se rebattre sur le data science en privé, par exemple. Et se battre contre eux,
c'est chaud. Du coup, là, les petits gens avec des tutos, ça va pas le faire, quoi. Et surtout aussi, les gens, enfin moi j'ai aidé au recrutement aussi pour ça se voit tout de suite aussi quand t'as pris un jeu de data canonique tout propre et que t'as juste fait, t'as appliqué 3 fonctions, ça va se voir et puis personne s'en fout en fait de ton truc sur ton Iris dataset, ça va pas, ça va pas, ça va pas choquer personne. C'est toujours un truc cool pour commencer, mais il faut aller plus loin, il faut trouver quelque chose qu'on aime quoi. Je pense que c'est ça le format de l'histoire. Une Ok, problématique. merci pour ces conseils. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Mhm. Je pense qu'on pourrait continuer encore des heures et des heures sur ces questions de qu'est-ce qu'il Bien sûr. faudrait ajouter, etc. Mais j'aimerais quand même t'amener sur la question des compétences techniques et des Mhm. langages de programmation. Typiquement, tu as parlé du fait que tu as parlé de Python tout à l'heure. Et Mhm. je sais que toi, tu utilises plein de langages. Tu as déjà utilisé MATLAB, tu utilises souvent R, tu utilises Python, tu t'es essayé aussi un peu à Rust, il me semble, et maintenant tu es sur Go. Mhm. En tant que data scientist, tu dirais enfin, quelles sont les compétences techniques de base qu'il faudrait avoir et est-ce que tu encouragerais à faire comme toi et à prendre beaucoup plus de langage et à ouvrir un peu ses portes? Alors ça, je pense que c'était peut-être pas la meilleure idée. Enfin, le polyglottisme, c'est en train de me repeser maintenant parce que du coup, je me repère dans les trucs en fait. Non, moi, ce que je pense que les compétences nécessaires, c'est au moins évidemment un high-level programming language orienté statistique, donc R ou Python, ça c'est sûr. Il faut s'y connaître en SQL, ça c'est sûr. Ça va être, il y a peut-être certains jobs qui peuvent s'en sortir sans, mais ça va être rare de pas toucher du SQL. Du coup, il faut savoir ces queries assez bien, quoi, et savoir les optimiser aussi. Ça, je pense, c'est le truc qui est le moins médiatisé ou le moins mis en place, quoi. Euh, je pense que du programming en bash, savoir gérer son shell, son terminal en tout cas, qui souvent va être des Linux, des GNU Linux terminaux. Ça va être, je pense, un atout qui peut s'apprendre un peu sur le taf, mais c'est quand même un atout indispensable, je pense, du data scientist de pouvoir gérer son terminal, quoi. Après, avoir certains grands langages de programmation, ça va toujours aider. Si tu as du C++ ou du C, c'est clair que ça peut aider, surtout pour des trucs d'optimisation, par exemple. Si tu es cool là-dedans, que tu kiffes ça. Encore une fois, ça dépend à quel level en fait tu veux être, quoi, dans data engineering, programmeur ou plus dans le statisticien et report et data analyst, quoi. Euh, un langage aussi plus commun comme JavaScript, ça va toujours aider, faire du bien et pouvoir pour gérer tes applications et si tu veux publier sur du web et tout ça, ça peut être très intéressant, je pense. Et du coup, ouais, je pense que le parfait combo, ça serait genre ouais, un high-level programming entre R et Python. JavaScript, je pense qu'il y a des gens qui s'en sortent avec ça en data science maintenant. C'est juste peut-être un peu plus niche ou c'est peut-être pas la façon que j'irais, mais ça peut, en fait, si t'es bon là-dedans et si tu kiffes ça, quoi. Des grandes notions de base de gestion de données et de queries, du coup du SQL, savoir taper et créer, gérer un peu des utilisateurs, peut-être sur Postgre, un truc comme ça peut être vraiment nécessaire. Du coup, ouais, on va avoir tout un mini côté database administrateur, savoir gérer un shell, une database Postgre ou MySQL ou n'importe. Pour l'instant, c'est pas important, mais savoir gérer ça, quoi. Et peut-être un langage de programmation plus low level pour avoir des bases de l'optimisation, de comprendre vraiment les applications et le développement applicatif, en fait, la factorisation, pour avoir des bonnes bases de développement, je pense que ça peut vraiment démarquer du lot, quoi, en fait. Même si ça va peut-être pas être vraiment beaucoup utilisé, c'est vraiment ça, quoi. Je pense que c'est ça les tools les plus nécessaires, quoi. Parfait, bah merci pour cette belle liste plutôt exhaustive, on va dire, et surtout qui touche pas mal de points. Et franchement, moi aussi, j'ai appris pas mal de choses avec ça.
Mhm. Et ben, j'avais deux points. Donc, pour peut-être les gens qui nous regardent et qui se disent, bah, ouh là là, mais en fait, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est beaucoup tout ça. Est-ce que je vais m'en sortir, etc. Enfin, est-ce que tu aurais peut-être quelque chose pour les rassurer? Et deuxièmement, tu parlais aussi du fait de passer d'un langage de haut niveau, donc quelque chose Mhm. en fait qui est un langage qui a des structures plus simples et mais qui est moins performant, quelque chose comme R ou Python Mhm. ou quelque chose comme C qui est vraiment très performant, mais bon, faut savoir écrire du C, quoi. Mhm. C'est plus compliqué. Mais par exemple, que penses-tu d'options comme par exemple Julia, qui est encore très neuf, très récent et qui se dit qu'en fait, qui est entre les deux, qui est aussi high level que R et Python, donc assez facile à utiliser, mais qui peut être aussi performant que C. Donc, Mhm. ton avis sur ça, donc facilité, comment pour les tout nouveaux et après Julia. Après, voilà, j'ai dit R et Python parce que c'est ceux que je pense qui sont le plus utilisés et qui ont le plus de maturité en fait dans le domaine. J'ai parlé même de JavaScript qui maintenant est en train de boomer en fait dans le monde de la data science quoi. Mais Julia aussi a débarqué et a débarqué avec des solides arguments entre optimisation, high level et des différentes librairies de maths appliquées quoi. Du coup, clairement, je pense que c'est pas un outlier de mettre de côté quoi. Après, moi, ce que j'ai vu pour l'instant, c'est que c'est aussi à peu près trop niche. Que voilà, il faut avoir des bonnes compétences en développement parce que le monde, en fait, l'écosystème de Julia est encore très jeune et il manque énormément de choses que tu vas devoir faire par toi-même. Euh, mais je pense que ouais, je pense que ce qui est vraiment cool, c'est que quand on parlait que justement tu voulais faire si t'es quelqu'un qui voulait être vraiment dans l'optimisation et des trucs, ça pourrait être justement de passer voilà des applications, des modèles de R ou de Python qui ont été faits en POC, en proof of concept et qui marchent un peu comme ça, et qu'on veut justement les optimiser. Passer par Julia, ça serait la façon la plus facile de le faire, et tout en gardant toute la flexibilité et l'optimisation et la rapidité de C. Du coup, je pense que là, c'est là où Julia pourrait shiner vraiment, c'est quand on a déjà un produit, on a déjà développé un concept, et après on le dépasse. Après, il y a des gens qui... Je pense aussi pour l'éducation, Julia est top notch, vraiment, parce que pour écrire des fonctions mathématiques, Julia est magnifique. Et, euh, et puis ouais, je pense que c'est un très bon candidat, quoi. Ça, y a pas de souci. Super, bah, merci beaucoup. Et aussi la première question du coup pour les personnes qui se diraient, ouh là là, mais en fait c'est beaucoup trop à apprendre. Ah oui. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Tenez bon. Non, je sais pas. C'est clair, c'est beaucoup. Encore une fois, c'est un truc de passionné. Tous ces trucs, je les ai appris en dehors des cours et des trucs de base que j'ai dû faire, quoi. Et que la plupart des gens qui sont même en académie ou qui sont même en train de faire du data science doivent apprendre à côté, quoi. Je veux dire, j'ai mes potes en computer science qui, en fait, techniquement, ne sont jamais obligés de coder, mais ils doivent apprendre à coder à côté. En fait, on apprend la façon de comment bien coder et de l'algorithmie, mais comment coder ou un langage particulier, tu l'apprends après. Euh, mais voilà, je pense que oui, si on fait au minimum genre un high level, quoi, R Python et de la SQL query, ça va être un minimum, quoi. Et c'est clair que c'est même pas trop demandé pour ce que c'est comparé à un web développeur maintenant avec tous les frameworks et tout ça qu'il doit apprendre. Euh, mais voilà, c'est d'y aller petit à petit et justement de faire un projet entier qui englobe tout ça, de tout faire en même temps. Du coup, au final, on apprend à tout faire en faisant un projet cool, en fait. Et c'est ça qui est le plus important, je pense. Ouais. Parce que là, oui, en plus, j'ai parlé que des outils nécessaires, je pense, parce que ta question, c'était essentiel, mais je pourrais en sortir des centaines, quoi. Et justement, bah, le fait que tu utilises Go par exemple, ou que tu as essayé d'ajouter d'autres langages pour avoir plus de performance, typiquement, tu as utilisé Go parce que tu avais besoin, par exemple, de performance ou parce que tu avais besoin de certaines librairies qui étaient seulement que sur Go, ou il y avait d'autres motivations. Motivation pour Go, c'était la hype. Non, je rigole. Vraiment, ouais, j'ai jamais utilisé Go
dans un projet où enfin vraiment un projet que j'ai délivré. C'était vraiment juste pour apprendre et parce qu'on m'avait parlé du bien, quoi. Maintenant, c'est clair que je vois les applications où j'aurais pu l'utiliser dans le passé. Euh, mais ouais, je pense il te donne une puissance que j'avais peut-être pas dans mon arsenal, en fait, dans mon multi-tool. C'est pour ça que je vois vraiment ça, en fait, un data scientist comme un couteau suisse, en fait. C'est ça qui est capable de faire un petit peu tout, qui peut se transformer en data ingénieur vite fait parce qu'il en a besoin, parce qu'il faut le faire, ou faire du reporting, ou en statisticien parce qu'il y a besoin de faire de la recherche et développement et de découvrir des nouveaux trucs, ou bam, en développeur vite fait parce qu'il doit faire une application et tout ça. Et c'est ça que j'aime. Euh, et Pigo te donne une autre truc de système applicatif et de low-level language pour une façon de coder qui est quand même assez simple, qui te donne pas envie de te briser les yeux. Du coup, je pense que c'est ça qui est cool. Ok. Et en ce qui concernait du coup cette histoire de apprendre plein de langages qui pourraient être compliqués, qu'est-ce que tu penses en fait des vidéos qui disent bon, apprenez Python en une semaine ou apprenez tel langage en tant de temps ou devenez data scientist en un mois? Enfin, qu'est-ce que tu en penses de ce genre de contenu dans ce cas? Bah, je pense que c'est évidemment un peu clickbait et aventurier, quoi. C'est littéralement pas possible, c'est clair. Enfin, je pense que n'importe quel développeur ou n'importe quelle personne qui travaille en tant que codeur ou qui code la plupart de ses jours comprendra que ça va pas prendre 6 mois, enfin que ça va pas prendre un mois pour avoir les bases et de réflexion et de familiarité avec la programmation en général pour pouvoir décrocher un job de développeur. Et encore pire, je pense, dans un data science, quoi, parce que oui, si je peux l'imaginer dans le web, dans le front-end ou pas, parce que finalement, le code est qu'un outil pour que l'outil principal en fait de truc et la réflexion et le design et du coup le front-end si tu fais pas le design et que tu fais que l'application, le seul truc que tu dois faire c'est juste mettre des bouts ensemble, quoi. Mais pour un data scientist ou un data engineer, ça va être de la compréhension de tout l'ensemble du stack, des data, de ton infra, de ton utilisation de code, de tout ça, quoi. Et ça prend beaucoup de temps à intégrer, quoi. Et au final, le bout de Python, en fait, c'est vrai qu'après, il peut s'apprendre, après avoir eu tout cet algorithmie, tout cette, comment on appellerait ça? Formatage de pensée, en fait, en termes de code, et en termes de code, pas en termes de script, en fait, on va dire de code appliqué pour des utilisations publiques, quoi, en fait. Parce que tout ce qu'on voit, en fait, dans ces tutos, tout ça, c'est des scripts la plupart du temps. Alors après, des fois, il y a des trucs qui sont mieux faits, hein, mais c'est de comment écrire un script qui marche de A à Z, de en haut en bas, sans craindre qu'il se passe mal. Il n'y a jamais de try-catch error, il n'y a jamais de process qui sont multiples et qui sont dépendants d'autres process que tu n'as pas vraiment la main mise. Voilà. C'est pour ça qu'encore un projet entier, c'est nécessaire pour apprendre, je pense, à coder dans n'importe quel langage ou dans n'importe quel truc. Et plus le projet est messy et compliqué et que tu as pris du temps à savoir comment l'appliquer avant même de le coder, plus ça va vraiment t'apprendre des choses sur le code parce que tu vas avoir une idée de comment débugger le truc à la base et tu vas apprendre ça au fur et à mesure. Et voilà, cet apprentissage, en fait, j'ai l'impression c'est un langage, un métalangage, c'est de comment débugger et de comment mettre en place un programme. Ça s'apprend, ça s'apprend, mais ça prend surtout avec le temps, quoi. Et c'est quelque chose comme ça. Hop, merci pour ta réponse. Donc, si on comprend bien, le langage de programmation n'est qu'un outil. Nous, en fait, on est les ouvriers qui savons nous en servir, les artisans, en fait. Et du coup, ce que tu recommandes, c'est de faire des projets pour qu'on puisse, en fait, se mettre dans le travail et savoir, en fait, faire tout le travail, enfin, tout ce dont on a besoin. Ouais, et encore une fois, il peut y avoir des projets qui sont super simples et qui reviendront à la même chose que ce tuto, qui sont juste appliqués à un script assez simple, quoi.
Et c'est pas ça que je dis, en fait. Ce que je veux vraiment dire dans le terme de projet, c'est un truc compliqué qu'on a mis du temps, je parle de semaines ou de mois de réflexion à comment développer le process, à comment résoudre ce problème. Genre vraiment une question que tu te dis, genre merde, il y a personne qui a encore vraiment réfléchi à cette question dans le monde. Ça peut être un truc très niche ou très personnel à toi et pas si compliqué que ça, mais genre vraiment un truc où tu te dis, je suis tout seul et c'est moi qui dois trouver la solution à ça. Et c'est moi qui vais passer genre des heures avec une tasse de café à regarder et à me dire qu'est-ce qui va se passer. Et d'avoir en fait techniquement la solution quasiment de A à Z avant même de commencer à coder. Après, ça va être difficile d'implémenter au début, évidemment. Il y a des trucs qu'on va pas se rendre compte. Et c'est là où on va apprendre beaucoup de trucs, quoi. Euh, alors que si tu as un projet et que tu arrives directement à le coder sans même avoir réfléchi, ça veut dire qu'il va pas être compliqué et que tu vas pas apprendre beaucoup de choses, je pense. Donc, plus d'accent sur la partie réflexive. Ok, Exactement. trop cool. Merci. Et avant qu'on passe peut-être aux deux derniers sujets, est-ce que tu voulais redire quelque chose en ce qui concernait les compétences techniques ou peut-être quelque chose qui t'est venu à l'esprit ou on peut passer à la Euh, suite sinon? ouais, je vais dire des trucs qui sont plus pour maintenant, en fait, pour ce qui est en termes des recherches d'emploi en data science et dans le tech qu'on vit maintenant, surtout avec l'avènement de l'IA et LLM. Je pense que c'est très intéressant et moi, en plus, ça m'intéresse, je trouve ça cool. C'est même pas juste pour décrocher des jobs, c'est de voir, d'apprendre à bosser en DevOps, quoi, d'apprendre ce que sont les concepts de DevOps Engineer. In a nutshell, ça va être de penser son code et son infra aussi en termes de code et en termes d'intégration continue. Ça veut dire que dès que je fais un code, je le containerise ou je le mets dans une sandbox qui va être utilisable par les devs ou les infras et qui vont pouvoir runner ton code indépendamment du tien as is et qui n'ont rien besoin de toucher et qui vont pouvoir tester en fait sur une base de données qui n'est pas la base de données de prod, quoi, parce que souvent on peut pas le faire ça avant d'avoir validé nos contextes, qui vont pouvoir valider ton process et ensuite envoyer ton code. Du coup, tout ça, ça amène à avoir des notions en fait de Docker, de containerisation, de sandboxing, et à avoir avec les outils du cloud souvent. Je pense que c'est ça qui est vraiment l'avènement maintenant, que ce soit AWS, Azure, Google Cloud, c'est peu importe. AWS, je pense que c'est le plus grand du marché, donc c'est peut-être le plus intéressant pour apprendre, en tout cas. Je pense que c'est ceux qui ont le plus de matériel et le plus de free tier pour apprendre. Docker, c'est une des technologies les plus utilisées en fait en data science, mais il y a d'autres trucs. Il y a d'autres façons aussi de containeriser ce truc, mais je pense que c'est ça. Donc, tout cette idée de DevOps va vraiment beaucoup aider un CV au jour d'aujourd'hui, quoi. Et ça va avec les Parfait. infrastructures Linux aussi en général, quoi. Si on va aller un peu plus profond. C'est ce que j'ai cru comprendre, effectivement, oui. Mhm. Alors, la collaboration, tu en avais déjà parlé un peu avant, sauf si tu veux peut-être dire un mot dessus. Mais Euh, sinon, ah, tu veux dire quelque chose sur la non, collaboration? non, je vais dire que c'est très important en fait, parce Oui. que justement, je pense qu'on est un des branchements les plus charnières en fait dans une équipe tech, parce que on est très dépendant de l'infra, dépendant aussi peu souvent des devs, des business les business, ça veut dire des clients, enfin des gens qui vont nous rapporter la data ou qui nous donnent la data, et du network, du réseau, des database administrateurs. Tous ces gens-là sont indispensables pour notre boulot qui soit bien fait. Et du coup, c'est très important de pouvoir communiquer avec eux et aussi de pouvoir communiquer au final les rapports en fait en termes de lay person, ça veut dire de personnes non techniques en fait, de pouvoir leur c'est ça que je dis aussi des fois, il y avait des rapports ou des analyses que je disais ça sert à rien de les faire, pas parce qu'elles sont pas intéressantes pour nous en termes de data scientist ou de ce que ça nous apporte, mais elles vont devoir être utilisées par une personne X et on doit savoir ce que cette personne X va avoir besoin. Et si c'est trop compliqué ou si c'est pas translatable dans ses termes ou dans son utilisation, on peut avoir fait du boulot qui est inutile. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de data scientists
qui manque ça en fait, parce que du coup, on est peut-être dans un niveau de réflexion trop haut, et des fois redescendre pour les utilisations d'une personne, c'est pas simple, et c'est de la vulgarisation, et c'est quelque chose qu'on apprend. Et voilà, et que j'ai beaucoup appris justement en faisant aussi qui est teacher assistant d'enseignement en statistique, de parler ça aux étudiants, aux étudiantes, c'est de redescendre d'un cran et de voir comment on peut expliquer ça le plus facilement possible. Et c'est comme ça qu'on comprend qu'on a vraiment compris quelque chose, en fait. C'est qu'on peut l'expliquer en 5 mots ou moins à notre copain qui ne fait pas des stats, quoi. Voilà. Waouh, super leçon, hein. Et ça se voit aussi que tu as le cœur fervent pour l'enseignement. C'est aussi à ça qu'on te connaît aussi dans Vidéta, donc merci beaucoup pour ce merveilleux conseil. Toujours. Euh, je voulais te demander, en ce qui concernait ta carrière, donc comment tu voyais l'évolution de ta carrière dans les data science et est-ce que tu aurais des conseils, bon, tu en as déjà donné pas mal, pour les jeunes professionnels qui voudraient se lancer dans les data science? Je vais commencer par ma carrière, ça va être plus simple. Euh, c'est assez flou, j'avoue. J'ai eu pas mal de chance ces derniers temps d'avoir des projets qui sont assez sympas, de faire du développement open source pour des projets R, de travailler sur des trucs d'enseignement, voilà. Mais maintenant, je me redis vraiment, j'essaye de me poser la question, je suis un peu en entre-deux, de qu'est-ce que je vais faire, si je vais faire du consulting, du freelancing à mon titre, repartir dans une grosse boîte. Là, je pense aussi pour travailler pour des ONG, de faire plus du recherche et développement dans le monde humanitaire, en fait, que je pense qu'ils ont vraiment besoin de ces capacités, de ces utilités de data science, parce qu'il y a vraiment beaucoup de data dans ce monde-là, et ils ont souvent peu d'accès en fait à des personnes qui puissent vraiment gérer ces immensités de data, et je pense que c'est le truc qui me donnera le plus envie, quoi. Du coup, j'hésite encore, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je veux être vraiment continuer à être full stack dans des équipes petites ou dans des entreprises un peu plus petites, et d'avoir vraiment la main mise sur tout mon process de données de A à Z, quoi. Ça, c'est sûr. Ce qui en est pour le futur, les futures personnes en recherche de carrière, c'est difficile parce que j'aimerais, enfin, pour leur dire ne faites pas ce que j'ai fait parce que c'était trop difficile, mais aussi c'est comme ça que ça m'a formé et c'est comme ça que je suis là maintenant. Du coup aussi, faites ce que vous voulez, mais soyez curieux, ça c'est le truc le plus important. Sans ça, j'aurais jamais pu arriver au sujet. Faut pas avoir peur de travailler plus que la moyenne. Faut pas avoir peur de demander, par exemple en académie, de demander aux personnes qui vous chapeautent ou qui sont au-dessus de vous, qu'est-ce que vous pensez qui serait utile maintenant pour moi, quel terme, quel livre, quel tuto et tout ça. Ces personnes sont souvent très intéressées par les gens qui veulent apprendre plus, quoi. Moi, j'ai eu des étudiants et des étudiantes qui sont venus pour me demander ça, et c'était le premier truc que j'étais content de faire pendant mon doctorat, c'est de leur éduquer et de leur dire qu'est-ce qu'ils devraient apprendre ou pas. De faire des projets perso qui vous font barrer, qui vous donnent des motivations, ça je pense que ça je l'ai dit assez. Après en termes de career choice et de career path, évidemment le plus safe ça sera de faire du computer science. Est-ce que c'est ce que vous voulez ou pas? Très bonne question. Je pourrais en faire toute une vidéo ou pas. Mais je pense que ouais, je pense qu'il pourrait être cool à montrer aussi pour les gens qui ne savent pas encore, c'est faire des compléments en statistique. Par exemple, je sais que l'Université de Genève font des compléments de 6 mois ou d'un an qui pouvaient être un entre-deux pour se remettre à la page, pour booster ses compétences en statistique sans se rentrer dans un master ou dans un bachelor en stats, quoi. Ça pourrait être cool, quoi. Et vraiment, il y a tellement de ressources sur Internet qu'en fait, il y a tout ce qu'il faut, quoi, en fait. Je vois, c'est vraiment rien de. L'académie m'a formé sur la forme de réflexion, ça, je suis sûr, l'expérimentalisme et mon esprit critique. Ça, je pourrais jamais l'avoir eu avec des vidéos YouTube, quoi. Mais après, tout ce qui est genre pratique et technique, il y a tout ce qu'il faut et mieux, en fait, des contents qui est mieux sur Internet, quoi. Voilà.
Ah, oh, bah, super, merci. Donc, bah, c'est déjà assez rassurant d'entendre ça. Et d'ailleurs, tu avais parlé du fait que l'une des choses qui pourrait nous aider, c'est de demander à des gens un peu plus avancés, bah, en fait, des ressources, etc. Et je pense que je vais Mhm. prendre ton conseil directement et je vais l'appliquer. Donc, est-ce que tu aurais des ressources à recommander, à toute personne qui voudrait commencer à faire des data science? J'en ai plein. Ce que je pense que je ferais, c'est que on mettra en lien dans la description, parce que voilà, ça dépend vraiment. J'ai des trucs pour débutants, pour avancer, R ou Python, théorique, pas théorique, appliqué ou pas appliqué, statistique, ML. Du coup, je posterai ça, mais j'essaie de garder tous mes liens à côté. Euh, mais ouais, je vais passer des ressources. Ah, trop cool. Bon, au pire aussi, Notamment. on peut faire un billet de blog aussi, tout mettre dedans et après mettre le lien du blog. Comme ça, on Voilà, évite en tout cas, d'avoir ouais, 36 millions de trucs. Mais non, bien sûr, bien après, sûr. c'est cool que tu gardes toujours les liens de ressources à côté. Je pense que c'est une bonne Ouais, ouais, bien pratique. sûr. Bah, j'ai toujours eu ça pour mes étudiants et mes étudiantes, quoi. Enfin, justement, aux États-Unis, tous les cours que j'ai faits sont open source. Euh, Ben Palmer, j'ai tous ces, enfin, je parle avec lui et je partage ses cours, quoi. Et puis, vous avez des cours universitaires qui coûtent, enfin, l'année coûte 75 000 balles et en fait, vous avez ça littéralement sur GitHub, quoi. Et qui sont les meilleurs cours de data science que j'ai jamais vus. Du coup, je peux que vous recommander ça, quoi. Excellent, trop cool. Et là, je suis un peu perdu parce que j'ai trois questions que j'aimerais te poser, mais je vais en choisir une. Euh, D'accord. ouais, Dans les trois. oui, mais en fait, il y en a une, c'était plus personnellement sur toi. Tu as fait de l'enseignement, tu as fait aussi des data science, etc. Qu'est-ce que tu penses que le fait d'avoir pu enseigner t'ont apporté en fait dans tes capacités, tes compétences maintenant? Est-ce que tu penses qu'un data scientist doit savoir enseigner? Alors, je suis pas sûr qu'il doit savoir enseigner, mais il doit savoir la pédagogie, évidemment. Et voilà, pour pouvoir enseigner, on doit apprendre la pédagogie. Du coup, fondamentalement, c'est une bonne façon et une façon qui aussi m'a beaucoup motivé parce que genre, je pense pas que j'étais pas très pédagogue avant d'être enseignant. C'était un peu le geek chevronné qui parle pas ou qui est énervé quand les gens comprennent pas. Et d'avoir eu accès à ça et d'avoir la motivation pour faire ça, ça m'a donné envie de m'améliorer en pédagogie et de littéralement lire des livres, lire des vidéos YouTube, des tutos et de voir ce que moi j'aimais de cette pédagogie et aussi de parler en fait avec les personnes pour ce que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de méthode de pédagogie qui fonctionne pour tout le monde, c'est de comprendre son public et d'éventuellement changer son approche par rapport à son public. Et, euh, et ça, oui, c'est indispensable de pouvoir parler avec des gens qui sont pas au même niveau que nous en statistique ou en n'importe quoi. En fait, c'est des people skills qui sont importantes pour tout job, mais je pense qu'ils sont certainement très importantes parce que au final, si tu fais le meilleur truc du monde, mais que tu n'arrives pas à l'expliquer ou à le vendre ou à le raisonner à quelqu'un, tu vas être inutile en fait. Et, mais ça, c'est pas très bien vu. du coup, ouais, je pense que c'est vraiment un truc cool, quoi. Mais le truc le meilleur, en fait, c'est vraiment de pouvoir l'expliquer justement en termes de. Ouais, peut-être pas un 5 years old, mais d'essayer de l'expliquer à ton pote au bar ou pas, et de temps en temps, lui dire genre, ah, je veux t'expliquer ce que c'est un réseau de neurones et d'essayer de voir si ça lui fait marrer, s'il comprend à peu près le truc, quoi. Et souvent, moi, ce que j'aime bien, c'est d'expliquer un truc à quelqu'un et lui dire, genre, vas-y, essaie de me le réexpliquer. Et je vois que s'il me réexplique les parties les plus importantes, c'est qu'ils ont à peu près compris. Et je vois s'il me réexplique mal ou pas. Et ça me permet de réitérer, en plus, que je me dis, en fait, j'ai déjà expliqué ce truc à quelqu'un. Lui, il s'est embrouillé avec ça. Je suis là, ok, je parle plus de ça, je pars sur ça. Et puis au final, mon explication, elle est de meilleure à chaque fois que je réexplique un terme. Et si la personne réussit à me réexpliquer un truc, et je me dis, genre, waouh, ok, il y a les mots les plus importants là-dedans et il y a un concept qui fait clé, aussi avec des analogies, quoi. Là, je me dis, ok, j'ai gagné quelque chose envers cette personne, quoi. Ok, bah, je vais absolument garder le conseil de redemander à la personne de réexpliquer derrière pour être sûr. Non, parce Mhm. que des fois, on n'est jamais sûr. Les gens nous disent oui, j'ai tout compris, mais vraiment, Ouais. est-ce que j'étais vraiment clair? Ok, Ouais, moi je dirais ça aussi pour les étudiants et les étudiantes qui révisent. Euh, le meilleur truc que moi j'ai eu,
c'était justement de me pairer, enfin je l'ai pas fait exprès ou pas, mais avec des gens par exemple qui étaient moins calés en statistiques ou pas que moi, et qui me posaient des questions, et bah, je devais juste leur expliquer, en fait. Et là, je me disais, et puis des fois, ils ne comprenaient pas, et j'étais là, en fait, j'ai pas bien compris parce que je suis pas capable de l'expliquer. Du coup, là, si on me demande cette question, que je croyais que j'avais bien lu, révisé et tout, j'étais là, je suis pas capable de l'expliquer. Du coup, je suis pas capable de répondre à la question, en fait. Du coup, non. Et du coup, je continuais jusqu'à que j'explique à la personne. Et du coup, elle avait compris. Et moi, j'avais compris comment leur expliquer. Du coup, j'avais compris comment ace l'examen, quoi. Du coup, je pense que c'est un truc qui est vachement utile aussi. Enfin, une technique. Voilà. C'est Excellente gratuit. technique. Excellente technique. Bah, jusqu'à maintenant, c'est super parce qu'il nous a donné plein de conseils de, plein de choses qu'il faut faire, de choses qu'il faudrait envisager, etc. Mais en fait, il y a peut-être une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est les choses qu'il ne faut pas faire. Est-ce Ah. qu'il y a des choses que tu ne recommanderais pas si des personnes commenceraient en data science, typiquement des types d'erreurs qu'on ferait en se disant, OK, je vais faire ça, mais en fait, il faudrait peut-être pas le faire à ce moment-là, ou peut-être pas le faire du tout, en fait. Ouf, ça c'est une grosse question. Euh, ouais, je sais pas Comme, quoi te dire à part faut pas se perdre dans le travail. Enfin, c'est une passion, mais il faut quand même garder sa santé mentale. C'est des choses que moi j'ai galéré avec à certains moments aussi. Euh, que voilà, c'est pas parce qu'on est bon et qu'on aime ça qu'on ne peut pas avoir de vie ou qu'on doit pas se perdre dans la tâche ou faire le boulot des autres aussi, quoi. Je veux dire, ça c'est un truc assez classique du scientist en général, l'académicien et même des enfin, qui reflète dans le data scientist. Ton boulot c'est ton boulot et tes heures de repos c'est tes heures de repos. Du coup, ça, je pense que ça c'est un conseil, mais qui est assez global, quoi. Après, en termes de data scientist, soit bah, rester curieux. Encore une fois, c'est la même chose. Enfin, du coup, ne pas rester bloqué sur le premier tool qu'on a appris, la première méthode qu'on a appris. Et souvent, ce qu'on apprend en statistique est que évolutif. En fait, on vous apprend quelque chose qui est faux, mais qui est plus simple à expliquer et à comprendre. Et on va vous expliquer un an après pourquoi c'est faux. Ça, c'était tous mes cours de stats. Je me rappelle de premier, genre au master. Chaque année, on voyait juste pourquoi les méthodes de l'année passée étaient moins bonnes, en tout cas. Et ça faisait même du mal des fois pour des gens à comprendre que j'étais là, quoi. Chaque année, on apprenait des trucs faux, mais c'est pas qu'ils sont faux, c'est qu'il y a des trucs qui sont mieux et qui prennent plus de temps pour comprendre. Euh, du coup, rester borné, c'est la pire des choses à faire en recherche, en esprit critique et tout ça. Et ça marche pour la même chose, pour le code, pour les frameworks, pour les façons de coder, pour les langages. Soyez curieux, écoutez ce que les autres ont à dire et pas rester borné de son truc parce que ça va que vous bloquer dans votre carrière et dans vos pensées, quoi. Je pense que c'est ça le mieux que je pourrais dire. ah, ok, super, merci. Donc, restez curieux, évitez d'être fermé. Bah, je garderai ce conseil bien. Alors, il nous reste peut-être une dernière partie du coup, avant la conclusion. Donc, j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à ceux qu'on a dit avant, mais je vais quand même la poser. Mhm. Euh, Plutôt la deuxième variante, qu'est-ce que tu trouves le plus gratifiant dans ton travail de data scientist? Donc, qu'est-ce qui te dit, enfin, qu'est-ce qui t'aide à te lever tous les matins et me dire, ah, je vais faire de la data science? Moi, je dis, c'est justement ce que j'avais peut-être parlé un peu plus avant dans notre discussion. C'est vraiment ces moments de eureka, ces moments de résolution de problèmes. Enfin, je suis un fan de puzzles, d'énigmes, d'escape games, de tous ces genres de trucs, quoi, de pick-locking ou pas. Ce qui est vraiment cool, c'est quand il y a un problème qui, au début, nous paraît insolvable et que la plupart des gens, en fait, qui n'ont pas justement les caractéristiques du métier, laisseraient tomber et dire ah, c'est mort, on va pas passer ça. Quand tu arrives à résoudre ce truc, ça, c'est le petit thrill, c'est le côté d'adrénaline, le rush d'adrénaline qui est vraiment kiffant et qui te donne envie de continuer ça parce que tu sais que à chaque fois, tu passes 80% du temps à faire des trucs aussi un petit peu teubés ou un petit peu répétitifs et tout, quoi. Et qu'à la fin, en fait, c'est 10%, c'est 5% du truc, c'est le reward. Et, et c'est ça qui est cool, quoi. Excellent. Donc, ouais, bah, ça rappelle aussi un peu le propre du développeur qui est en fait, avant tout, avant d'être un codeur, c'est quelqu'un qui cherche des solutions et qui essaie de résoudre des problèmes. Donc, Ouais, c'est une super approche et ça nous rappelle un peu le but même du data scientist qui est aussi un développeur. ouais,
Exactement. Bah, pour moi, c'est un ingénieur en statistique, en fait, on pourrait dire. Si je veux encore compliquer le monde du travail et des mots, quoi. Il n'y a pas Euh, assez de labels pour l'instant. ouais. Il faut en rajouter encore. J'avoue que j'ai jamais aimé le mot, enfin, le data scientist, ça veut rien dire. Enfin, si on regarde comme ça, en fait, ça veut rien dire, quoi. Mais ouais, il y a vraiment le côté ingénieur qui est vraiment là, genre, j'aime résoudre des problèmes. Parce que si t'aimes pas résoudre des problèmes, t'as rien à faire là, quoi. Bah après, il me semble que pour le terme data scientist, c'était pour englober à la fois les gens qui venaient de statistiques et des gens qui venaient de sciences informatiques et qui apprenaient mutuellement. Peut-être, je sais pas. Ouais, mais toi, tu dis ce mot et ça parle pas, quoi. Oui, je peux parler de l'histoire du truc, quoi, mais non. Faudrait faire une étymologie un jour. Ouais, c'est sûr. Mais moi, je coin le statistical engineer. Parfait, on gardera ça. Alors, Ouais, applied ouais. statistical engineer. Ouais. Faut Ah, toujours avoir le apply, quoi. le applied. Ouais, Hmm. comme ça, c'est pratique et Ça c'est pas commence à faire long. gitorique. Après, on commence à avoir des noms de jobs que plus personne comprend. Ouais, il y a machine learning engineer, mais celui aussi, il est mal C'est un peu foutu, quoi. spécifique, ça. Ouais, mais ouais. Mais parce que souvent, c'est pas la personne qui fait le machine learning, c'est juste celui qui. Bon, après, il y a le MLOps aussi, qui serait plutôt ça, quoi. Du coup, donc dans le machine learning engineer, ça pourrait être aussi ça, quoi. Mais après, oui, juste appeler ça machine learning, ça serait dommage, quoi. Effectivement. Mm. Bon, bah, tu nous as partagé pas mal de choses jusqu'à maintenant et franchement, c'était agréable d'entendre tous tes conseils et d'entendre aussi à peu près ben, ton parcours, comment tu as travaillé jusqu'à maintenant, ton équipe, etc. Et avant peut-être qu'on se quitte, je voulais te demander si tu avais quelque chose que tu voulais ajouter, peut-être un conseil que tu pourrais donner aux gens qui regardent la vidéo, ou peut-être quelque chose qui vient de toi, où tu dis, ah bah tiens, j'ai parlé de ça, mais j'aimerais entrer un peu plus en détail, ou peut-être tu n'as rien d'autre à dire, je sais pas. Euh, Regardez les vidéos du Widata. Non, je sais pas. Je pense, ouais, ça pourrait être quoi? Ouais, vraiment essayer de créer un truc, quoi. Et c'est vraiment gratifiant de voir son projet. Puis aussi, taper aussi, des fois, moi, ce que j'avais comme problème, c'était peut-être que j'avais pas d'idée euh, ou je pensais pas que mes idées étaient worth, en fait, de faire un projet, quoi. Mais demander aux autres, souvent il y a des gens qui ont vraiment besoin d'aide et qui ont des idées géniales, mais qui n'ont pas les capacités de le faire, quoi. Et de collaborer avec eux, des fois, c'est une très bonne approche, quoi, quand on a un peu la page blanche du projet, quoi. Mais ouais, faites vraiment ce que vous voulez. Je pense que c'est le seul truc que je peux dire, c'est que voilà, genre, si vous donnez tout, les gens finissent par vous reconnaître et être sympa avec vous. Et puis, euh, et puis ouais, ça arrive. Il y a beaucoup de fois où moi je pense que j'avais laissé tomber. Après mon doctorat, j'ai cru que ma carrière était finie et que je pourrais plus rien faire et que j'allais être, ouais, j'allais faire un job totalement rien à voir avec les données, et avec les stats, quoi. Et c'est pour apprendre qu'au final, non, pas du tout. Ma carrière, elle venait de commencer, en fait. Et j'ai pensé que c'était la pire décision de ma vie. Et en fait, c'était la meilleure. Du coup, il faut vraiment croire à son gut feeling. Et si on n'aime pas ce qu'on fait, il faut partir, il faut changer, faut tout donner, tout mettre en place pour pouvoir faire ce qu'on aime, quoi. Ça serait ça. Waouh! Ok, ben merci beaucoup. C'est sur ces beaux mots qu'on va se quitter. Alors, tout ce que tu nous as dit jusqu'à aujourd'hui, ben, j'espère que ça va beaucoup nous servir. Moi, en tout cas, je vais revenir avec ma part. Donc, c'était super intéressant. Et vous qui nous avez suivis jusqu'à maintenant, donc si vous avez pu tenir jusqu'à là, nous vous remercions. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous avez aimé le contenu. On a pas mal de contenu sur les data science, mais pas que. On a aussi du contenu sur la science informatique. Et si jamais, ben, on aura d'autres vidéos qui vont continuer à sortir toutes les semaines. Donc, n'hésitez pas. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Merci.